Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », publié chez ESF Sciences Humaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Lionel, aujourd'hui, on parle d'une sommité du foot. Un entraîneur qui a imposé des tactiques progressistes, révolutionnaires et qui ont elles-mêmes influencé beaucoup de coachs. C'est un Italien dont la renommée et les méthodes sont mondialement connues et il s'agit de... Arrigo Sacchi conciliait la théorie et la pratique. Quand Arrigo Sacchi parle de foot, l'esthète, le maestro, le philosophe, le professeur, on a tout dit de lui. En fait, il parle de poésie, il parle de musique. C'est un discours qui détonne, évidemment, dans le milieu du foot. Ah oui, je confirme, là tu nous intrigues. Arrigo Sacchi, c'est l'AC Milan. L'AC Milan de la fin des années 80. Celle des succès, du retour des succès. Parce que là encore, l'AC Milan est un club qui vit sur son passé, un passé glorieux, mais qui a du mal à renouer avec ce passé. Et il sera l'homme de la situation, puisque c'est lui qui amènera les titres à la fin de la décennie 80. Et c'est lui aussi qui refera de Milan le toit de l'Europe, champion d'Europe, 2 années de suite, avec une équipe qui a été considérée comme absolument révolutionnaire dans sa manière de jouer. Alors là, tu nous intrigues encore plus. Sacchi, c'est une philosophie de jeu avant tout. Une véritable philosophie de jeu qui est complètement en rupture avec la culture défensive du football italien. Un football italien qui, depuis le Catenaccio, depuis Elenio Herrera, s'appuyait sur une manière de jouer parfaitement visible, parfaitement lisible pour les adversaires, une culture défensive en priorité et l'art de la contre-attaque. C'est-à-dire des matchs pas forcément très beaux à regarder, mais dont la seule marque de fabrique était, et elle a été prouvée quand même, une certaine efficacité, même une redoutable efficacité, puisque ça a valu des titres à des clubs italiens et ça a valu aussi à l'équipe nationale italienne quelques succès retentissants dans cette deuxième partie du XXe siècle. Donc, philosophe avant tout, révolutionnaire, oui. On a dit même, il a assumé une personnalité considérée presque comme subversive, Arrigo Sacchi, avec des principes de jeu. Et ces principes de jeu, c'est ceux qui infusent, on peut dire, le football d'aujourd'hui. Et à la différence d'un club, par exemple, qui a joué à fond la carte du gegenpressing, chez Arrigo Sacchi, c'est un ensemble de préceptes, une véritable doctrine en matière de football. Tous les grands entraîneurs sont venus voir les entraînements, il les laissait ouverts d'ailleurs, pour s'inspirer de ses pratiques et de ses méthodes, comme s'il avait besoin peut-être d'une certaine caution internationale. Parce que, évidemment, il était très décrié en Italie. Il a toujours été décrié, et surtout quand il est arrivé, avec cette manière de renverser la culture défensive italienne pour orienter le football vers une culture offensive. Ah oui, alors là, on veut savoir. Alors, au rang de ces préceptes, on retrouve le pressing très haut, qui donnera une variante, le gegenpressing de Klopp. On retrouve la possession de la balle, grand principe pratiqué de façon presque excessive par Guardiola. On retrouve le jeu délibérément vers l'avant, mais un jeu créatif, beaucoup plus de verticalité dans le jeu. On retrouve également la volonté que les individualités existent dans son système, mais au service du collectif. Pour lui, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de star. On n'achète pas une star au Brésil ou ailleurs très chère pour la mettre à une place dans un poste. Pour lui, l'individualité, elle doit être au service du collectif. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'avoir cette individualité avec lui à l'entraînement, il a besoin de la façonner et il a besoin qu'elle inspire en fait le jeu. Et puis, il a introduit aussi cette notion de bloc dans le football, c'est-à-dire une très grande proximité entre les joueurs. Il y a toujours une compacité extraordinaire dans les équipes d'Arrigo Sacchi, assez spectaculaire puisqu'on venait d'un football dans lequel il y avait une bonne disposition de l'ensemble des joueurs, stéréotypés à l'anglaise, à chacun des postes, les attaquants, le milieu, les arrières, etc. Avec lui,
Tout le monde est dans un rectangle qui fait 25 mètres sur 40 et tout le bloc se déplace sans arrêt, en avant, en arrière, à gauche et à droite. Et oui, ça c'est la marque de fabrique de Saki, qui doit étonner un peu les supporters d'ailleurs. Donc c'est un jeu qui est impressionnant à voir, qui détonne, qui est un jeu offensif, à dominante largement offensive, où n'oublions pas qu'on est dans une Italie prudente à l'époque, et culturellement d'ailleurs, il prenait des positions philosophiques en disant que la culture italienne a été celle d'un pays qui s'est toujours défendu, parce qu'il a toujours été attaqué de partout, dans toute l'histoire. Et il dit c'est ça qu'on a avec nous, et c'est ça qu'il faut rompre. Nous, on va être maintenant les envahisseurs. C'est nous qui allons aller chez l'adversaire. Donc, il prend une posture quasi culturelle dans sa manière de fonctionner. D'où ce côté peut-être un petit peu subversif qu'on lui a donné. Par ailleurs, il a aussi toujours montré une très grande attention à tous les aspects du football. Il a critiqué, par exemple, les dirigeants sur l'aspect financier, sur la gestion financière des clubs, sur le fait de faire des achats très chers de joueurs qui n'apportaient rien à l'étranger, aucune valeur ajoutée. Il a critiqué aussi l'état des stades, il a critiqué l'état des terrains. Donc il a une vision très large du football. Il n'est pas que l'homme d'un banc qui pilote 25 joueurs. Il a une vision, une vraie vision du football, une vraie dimension en quelque sorte qu'il donne, que n'ont pas, là encore, beaucoup d'entraîneurs. À ce propos, comment il est devenu lui-même entraîneur à Arrigo Sacchi ? Alors, au passage d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler d'où il vient, Sacchi. Son père était propriétaire de 2 usines de chaussures à Fusignano, village de Fusignano. Et tout gosse, il aidait son père à travailler. Il était plutôt dans la partie commerciale, je crois d'ailleurs. Et il vendait des chaussures, il se déplaçait en Italie, un petit peu en Europe, tout ça, etc. Et il jouait au football, mais comme des millions de gens jouent au football, c'est-à-dire le dimanche dans un petit club, etc. Sans intention, sans velléité particulière de quoi que ce soit. Et lors d'un voyage professionnel en Hollande, il a été voir un match de l'Ajax d'Amsterdam, qui était à l'époque managé par Rinus Michels, et il a été impressionné. Il est revenu en Italie en parlant de l'Ajax, en disant que c'est extraordinaire, etc. Et ça lui a fait germer dans l'esprit l'idée que le football, c'était quand même quelque chose qui comptait pour lui, parce qu'il en avait un petit peu marre de vendre des chaussures et de faire le représentant de commerce pour l'usine de son père. Et donc, il s'est intéressé au football, pas du tout pour être joueur, parce qu'il a vite compris. Alors, il n'a même pas essayé. Il n'a pas été en Ligue 2, en Division 2, quoi que ce soit, pas du tout. Il a tout de suite arrêté, parce que lui, il n'y arrivait pas. Et il a passé ses diplômes. 3, 4, 5 ans, comme ça, il a passé tous les diplômes pour être entraîneur qui existaient dans l'institution du football italien. Et il est devenu entraîneur. Donc, il a franchi toutes les étapes. Il a évidemment d'abord coaché des équipes de jeunes, et il s'est retrouvé dans des clubs du classement italien de Ligue 2 ou de Serie A, parce qu'on dit Serie A et Serie B en Italie. Il est passé par la Fiorentina, il s'est retrouvé à Parme, dans des équipes de jeunes toujours. Et il a pris progressivement, on lui a fait confiance quand même. Il avait complètement quitté le giron familial et les chaussures. Il était vraiment devenu à part entière un professionnel du football, mais sur le banc, côté coach. Et là, il a pris la tête de Parme. Et en prenant la tête de Parme, dans la Coupe d'Italie, là, il a rencontré l'AC Milan, qui était présidé à l'époque par Silvio Berlusconi. Et il a fait des malheurs à Milan, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à éliminer Milan, alors que lui, il était en série B. Il a réussi à éliminer Milan avec un jeu, une qualité de jeu, une manière de jouer, dont on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. La presse italienne considérait que ça irait pas plus haut que ça, tout ça, etc. Sauf qu'il a intrigué Silvio Berlusconi. Et la deuxième année, rebelote, il rejoue contre l'AC Milan, hasard des choses, et là, Silvio Berlusconi commence à faire un signe vers lui et s'intéresser à lui. Alors, pour rappel, Silvio Berlusconi à l'époque, c'est pas encore un homme politique. Il fait déjà parler de lui, c'est un businessman, il a fait fortune dans l'immobilier, puis dans les médias, et en 86, il va reprendre l'AC Milan. C'est son club de cœur, et qui est aussi un club très endetté, donc ça a dû surprendre qu'en plus, Berlusconi choisisse Arrigo Sacchi. Évidemment, Berlusconi a pris une volée de bois vert de par la presse en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il est fou. Faire confiance à un inconnu qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a aucun passé footballistique, c'était hallucinant et invraisemblable. Absolument invraisemblable dans ces années 80 en Italie. Quand il est arrivé, il n'était pas désiré. Les joueurs l'ont regardé. Il y avait des stars dans cette équipe déjà, des grandes stars. Et là, ça n'a pas été sans mal.
Parce que, évidemment, il a changé les joueurs. Il y a des joueurs avec lesquels ça passait pas du tout. C'est pas un homme très consensuel, Arrigo Sacchi. C'est un type très intellectuel, très doctrinal, qui a une philosophie de la vie, du jeu et des rapports humains, mais dans la réalité, il est d'une intransigeance absolue. Pas du tout l'homme de compromis. Donc il a mis en place toutes ces séries d'entraînements qui au début ont complètement perturbé les joueurs. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, un de ces milieux de terrain qu'il a fait venir, Carlo Ancelotti, qui deviendra plus tard un très grand entraîneur européen, a raconté que ils ont à peu près mis 6 mois à comprendre ce qu'ils voulaient comme jeu, les joueurs. Donc la preuve que c'était vraiment une révolution de fond dans le comportement et dans la manière. Alors justement, les joueurs, comment ils réagissent de changer totalement de méthode ? Où il a choqué les joueurs, c'est dans l'apprentissage systématique et par cœur des automatismes. Que ça devienne vraiment des automatismes. Avec certaines stars, c'est pas tout à fait facile à mettre en place, ces comportements-là. Il a eu des difficultés au début, ça n'a pas forcément marché, et progressivement, les résultats sont venus. Les résultats sont venus, il s'est imposé, il a modifié l'équipe, il a fait venir des joueurs dans lesquels il croyait, et sa philosophie à lui, elle peut se résumer, il l'a rabâché des centaines de fois, ça. Pour lui, le foot ne naît pas dans les pieds, ça naît dans la tête. Donc il veut des joueurs intelligents. Fondamentalement intelligent. Et Carlo Ancelotti, par exemple, en faisait partie. C'est un milieu de terrain, Carlo Ancelotti, qu'il a fait venir. C'est un joueur intelligent qui, déjà, quand il était joueur, pensait déjà sûrement un peu comme un entraîneur, qui orientait le jeu, qui dirigeait le jeu, tout ça, etc. Il avait à l'arrière Franco Baresi, qui était également un joueur d'une intelligence extraordinaire, auquel il a confié les clés de la défense. Et tous ces joueurs-là ont été véritablement des disciples d'Arrigo Sacchi. Et ça a été 4 années de succès. 4 années de succès, la fin de la décennie 80-90 et le début de l'année 90. Ils ont ramassé des titres de champion d'Italie et surtout 2 fois de suite la Coupe d'Europe des clubs. Est-ce que tu penses à un match en particulier, un match symbolique qui vient illustrer ces 4 années incroyables à l'AC Milan entre 1987 et 1991 ? Alors, si on peut ressortir un match emblématique de la carrière d'Arrigo Sacchi, c'est le match de championnat, celui du titre, contre Naples, à 2 journées de la fin. Naples, le grand Naples de Maradona. Le titre est en jeu. Milan contre Naples, c'est vraiment l'affiche du siècle. Quand on sait la rivalité entre les deux villes, entre les deux clubs, et surtout le caractère extraordinaire de la personnalité de Maradona à l'époque. Adulé par les supporters, par les tifosi italiens, bien sûr, mais surtout l'enjeu en termes d'image, en termes de conséquences que ça peut avoir, puisque c'est le titre qui est en jeu avec Naples. Donc, il y a une ambiance de paranoïa autour du match, qui n'est pas une surprise, Naples, Milan, etc. Et l'ambiance de paranoïa, c'est très concret. Il y avait des agents de sécurité qui auscultaient tous les plats dans l'hôtel pour voir s'ils n'étaient pas empoisonnés. Il y avait des gardiens à tous les étages. Ils n'ont pas réussi à empêcher d'ailleurs des supporters de Naples d'envahir l'étage au-dessus où étaient à l'hôtel les joueurs. Ils ont fait du bruit, ils ont fait du vacarme, etc. Ah oui, ambiance tendue. Une ambiance très 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 difficile, très très violente même par certains côtés. On a surveillé les plats qu'ils mangeaient. Enfin vraiment, les 2-3 jours qui ont précédé le match, c'était déjà un match à gagner. La question qui était posée à Sacchi, avec sa doctrine, avec sa philosophie du jeu dont on a parlé tout à l'heure, c'est comment neutraliser Maradona. Puisque l'équipe de Naples, pour l'essentiel, de façon extraordinaire, jouait pour Maradona. Tout le jeu de Naples était orienté sur la personnalité, le talent, les possibilités extraordinaires qu'offrait Maradona dans le jeu. Donc la grande question qui était posée, c'est comment le neutraliser ? Sachant que l'un des éléments de la philosophie de Sacchi, c'est le marquage de zone, pas le marquage individuel. Donc la presse italienne, qui était complètement imprégnée encore de la culture défensive des Italiens, se demandait qui allait marquer, s'occuper de Maradona. Et Sacchi raconte, je crois, une anecdote 2 ou 3 jours avant avec sa femme au restaurant. Il y a un paparazzi ou un journaliste qui lui demande alors comment vous allez faire pour empêcher Maradona de marquer, etc. Et Sacchi répondant, pas du tout. Je fais pas de marquage individuel sur Maradona.
Donc les Italiens, ils vont laisser jouer Maradona, c'est pas possible. Et il a dit non, vous inquiétez pas, on va se déplacer, on va contrôler le jeu, on fait notre marquage de zone habituel, etc. Donc, grande anomalie, grand point d'interrogation sur quel est devenir ce match. Comment neutraliser Maradona? Donc, Baresi est à la manœuvre dans la défense. C'est lui qui commande les mouvements de cette défense, fameuse défense en ligne, marque de fabrique de Maradona, qui monte et qui descend en même temps, qui joue le hors-jeu en permanence. Dès que le ballon est en l'air, aussitôt il monte et les attaquants de Naples se font prendre au hors-jeu. Maradona le premier d'ailleurs. Et ils ouvrent le score. Donc Milan mène 1-0 en première mi-temps. Et juste à la fin de la première mi-temps, il a fallu un coup franc obtenu par les Napolitains pour que Maradona, évidemment, mette une balle dans la lucarne et égalise juste avant la mi-temps. Donc il rentre au vestiaire sur le score de 1-1, après l'égalisation de Maradona. Ce marquage individuel de Naples, évidemment, embête et gêne les attaquants de l'AC Milan, les fameux Hollandais de Sacchi, les Van Basten, les Gullit en particulier, qui sont les stars en fait de l'équipe de Sacchi, qui sont des grands joueurs, qui sont des joueurs extrêmement efficaces, très mobiles, qui sont imprégnés maintenant de la culture de Sacchi. Ils réussissent en bougeant, en appliquant, mais à 400% vraiment les principes de Sacchi dans ce match. Ils réussissent effectivement à marquer 2 autres buts. Donc ils mènent 3-1. Les Napolitains remontent à 3-2 et finalement le match se termine sur la victoire de l'AC Milan, 3-2. Waouh, un beau match. C'est le succès de la méthode Sacchi. Le marquage de zone. On ne s'est pas soucié de Maradona, on n'a pas cherché à le marquer, on l'a neutralisé à notre manière et on a réussi. C'est la victoire du collectif. Et alors, comme à chaque fin de podcast, tu sais, on aime tirer une leçon des grands entraîneurs. Lionel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire au sujet d'Arrigo Sacchi? Je crois qu'un des enseignements à tirer dans la vie de tous les jours, pour quiconque a des responsabilités ou des projets ou des actions à mener, c'est qu'il y a une réflexion théorique préalable. L'idée de Sacchi, c'est que le joueur qui a le ballon doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. On ne joue pas à l'instinct, on ne joue pas sur des habitudes stéréotypées, mais il doit apprendre à réfléchir. Et donc, toute la théorie précède la pratique. En ce sens-là, il est resté très formateur. Théorie et pratique, théorie et pratique. Alors, il aura raison pendant 4 ans à l'AC Milan. Ses successeurs ou ses inspirateurs ont mis parfois plus de temps ou ont modifié. Guardiola, par exemple, s'est inspiré d'un certain nombre des préceptes de Sacchi. Carlo Ancelotti, qui a été son joueur, aujourd'hui encore, a gardé des préceptes de Sacchi, mais ils ont fait évoluer, effectivement, certains aspects. Peut-être en étant moins doctrinaire que lui il l'était, moins dogmatique que lui il pouvait l'être, mais en revanche, sa fibre pédagogique, son sens de la transmission, sa capacité à faire en sorte que tout le collectif fonctionne de façon harmonieuse, enfin ça, c'est sa marque de fabrique, quoi. Eh bien, merci Lionel de nous avoir replongé dans une époque fabuleuse du foot italien. Et quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Allez, je vous mets sur une piste. C'est un Portugais, il est très très connu, il est aussi connu pour être très 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 caractériel. Et je suis sûre que vous avez deviné. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt!